d'être venu et d'être présent. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et surtout, merci Pierre d'avoir accepté mon invitation pour nous parler d'un truc vraiment bizarre, non, certainement très intéressant, et qui me paraît justement valoir le détour. Alors, juste pour cadrer que les ateliers PNL, comme son nom l'indique, c'est des ateliers autour de la PNL, mais j'aime beaucoup m'aventurer dans les chemins de traverse et découvrir des domaines qui ne sont pas vraiment liés, qui ne sont pas vraiment connectés, parce que ça alimente la conversation. Sinon, c'est des conversations qui tournent à la consanguinité, si on peut dire. Alors, je ne vais pas parler de l'intelligence positive parce que Pierre le fera beaucoup mieux que moi et de toute façon, je n'en connais pas assez. Je ne vais pas non plus présenter Pierre, je vais lui demander de dire deux mots sur qui il est, niveau d'identité pour les PNListes, et en deux mots hein, quand même. Et je te laisse la parole, Pierre, et je vais vérifier que tu peux partager ton écran et ça sera fait quand tu auras commencé. D'accord. Voilà. Qui je suis? C'est une grosse question que je me pose depuis longtemps et à laquelle je cherche toujours une réponse. Mais je crois que je suis en chemin pour trouver petit à petit. Donc, je pratique le coaching comme métier et je suis également, je donne des formations dans le milieu des entreprises principalement. Je me suis formé comme coach il y a 10 ans. Avant ça, je travaillais dans l'informatique bancaire. Je suis ingénieur civil à la base. Et puis j'ai mal tourné, j'ai fait ma crise d'adolescence à 49 ans. J'ai découvert le coaching que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément. Là, je ne parle pas des finances, mais vraiment de la joie que j'ai d'aider les personnes à, à découvrir le trésor qu'il y a en elles, quoi. Chaque personne est comme une mine d'or. Il y a des mines d'or à ciel ouvert, ça se voit. Et puis, il y a des mines d'or qui sont enterrées sous les gravats de la vie. Et ben, mon job de coach, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur mine d'or et à proposer leur or pour un monde meilleur. Il y a du boulot. Voilà, en deux mots. Sinon, j'habite du côté de Jodogne, donc en Belgique. Je suis marié depuis pas mal de temps, là, 38 ans. J'ai quatre enfants, trois beaux enfants, deux petits-enfants. Et voilà, en gros, ça. Je suis chrétien, c'est important pour moi aussi, cet aspect-là. Voilà, je propose de commencer sur l'intelligence positive. Peut-être deux petits mots avant de démarrer. Donc, j'ai découvert l'intelligence positive il y a maintenant à peu près 3 ans, peut-être quatre, le temps passe vite. Euh, je ne me considère pas comme un expert, mais bien comme un praticien. Donc, j'utilise d'abord pour moi-même. Je peux dire que ça a changé ma vie. En tout cas, c'est euh, une des étapes importantes dans mon développement, sur mon chemin. Et puis, je l'utilise énormément dans ma pratique de coach et je donne également des formations et puis de temps en temps des petites soirées d'information comme celle-ci sur ce que c'est pour partager quelque chose qui a été pour moi une chouette découverte qui m'a vraiment permis d'avancer. Voilà, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ces deux merveilleux enfants. Oui, Oui, ça va, vous voyez? Ok. Peut-être juste avant de commencer, si vous avez des questions ou quoi, je vous invite à les écrire dans le chat. Et Christian, à ce moment-là, me fera la synthèse. Moi, j'ai fermé mon chat pour pouvoir me concentrer sur ce que je veux vous présenter. Et il m'interrompra si à ce moment il estime qu'il faut m'interrompre, ou bien on gardera les questions pour la fin. Donc, n'hésitez pas déjà à mettre des questions pour le temps de questions-réponses à la fin. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à interrompre pour que je puisse clarifier si je vais trop vite ou qu'on ne me comprend pas ou quoi. Voilà. Alors, non, je crois que je peux y aller. Ah oui, peut-être pour gérer un peu le timing. Ma présentation va prendre, je ne sais pas, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Il y aura un petit exercice que je vous proposerai vers la fin. Et puis, on aura le temps d'échanges, questions, remarques, ou ce que ça éveille en vous. Voilà. Il est 6 heures du matin. Mon réveil vient de sonner. Je me lève péniblement. J'arrive dans la salle de bain, je veux me brosser les dents. Merde, le tube est vide. Encore une journée qui commence. Je regarde par la fenêtre, on est en Belgique, c'est des nuages gris, de la pluie, une espèce de bruine. Encore une journée triste.
Je descends après ma douche pour prendre mon petit-déj. J'écoute les nouvelles mauvaises, d'où qu'elles viennent, comme le chantait Stéphane Echer. Je pars en voiture pour mon premier rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous important avec un client. J'ai une offre à discuter avec lui. Évidemment, je tombe dans les bouchons, des bouchons encore plus gros que d'habitude. Le temps file, ma voiture, elle n'avance pas. Et aucun doute, je vais être en retard. Quelle journée de merde. J'arrive énervé, stressé au bureau, avec 25 minutes de retard à ma réunion. Les questions de mon client sont pas simples et je peine vraiment à garder mon calme. Et ça se passe vraiment pas trop bien. Alors bon, j'ai peut-être un petit peu forcé la dose pour l'exemple. Cependant, personnellement, je dois reconnaître que avant de découvrir et d'essayer d'intégrer, je suis toujours en cours d'ailleurs, l'intelligence positive, j'étais quand même souvent habité par ce type de pensée, par ce type de ressenti. Il faut reconnaître que nous, les humains, on est quand même souvent les rois de l'auto-sabotage. Les contrariétés, bah, ça nous arrive assez régulièrement. Et comment est-ce qu'on réagit à ces contrariétés? Bah, souvent en s'énervant et en entretenant cet énervement, en entretenant ce stress. Cette stratégie, elle résout absolument rien du tout, bien au contraire. Elle nous plonge dans un mal-être qui est encore plus profond et qui grandit au fur et à mesure que j'entretiens mon stress comme on jette de l'huile sur le feu. Alors le stress rend notre regard de plus en plus sombre, au point que des événements qui au départ sont relativement anodins finalement, bah, on en fait des montagnes. Un autre élément important, c'est que le stress, ça c'est les neurosciences qui nous le disent, bah, ça réduit fortement ma créativité, donc ma capacité à trouver des solutions à ces contrariétés. Et ces clés que je n'ai pas, auxquelles je n'ai pas accès à cause de mon stress, bah, la porte reste close et je reste enfermé derrière les barreaux de mes sombres pensées. Cette stratégie, en fait, elle est donc toxique pour moi. Elle est aussi toxique pour mes relations, pour mon entourage, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Alors plutôt que de sortir de la douleur provoquée par ce qui se passe, en fait, j'entretiens cette douleur. Je la développe même en portant toute mon attention sur elle, sans chercher à en sortir, en trouvant éventuellement une nouvelle voie. En choisissant bien inconsciemment, bien sûr, cette voie, je me sabote moi-même. Alors parfois, l'autosabotage, il est évident, comme dans l'exemple que je vous ai donné, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Et sans savoir, sans y prêter attention, je ne vais même pas me rendre compte que je m'autosabote. C'est beaucoup plus insidieux, voilà. Mais le résultat est le même. Je me tire vraiment vers le bas. Alors, l'intelligence positive, bah oui, c'est un des remèdes, une des approches qui permet justement de sortir de cette ornière-là. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'intelligence positive? Moi, la définition que je préfère, c'est ma capacité à gérer les petits ou grands défis de la vie avec un esprit positif plutôt que dans le stress. Donc, ma capacité à gérer les défis de la vie avec un esprit positif, constructif, plutôt que dans le stress. Alors, d'où ça vient? Ben, ça vient d'un bouquin qui a été écrit par un certain Shirzad Chamine, qui est un Américain, comme son nom ne l'indique pas. Le bouquin a été publié en 2012. À partir du bouquin, il a aussi fait un TEDx qui a eu pas mal de succès. Donc Chamine, lui, vient aussi du monde informatique, donc n'était pas du tout, j'ai envie de dire, prédisposé à ce type d'approche. Il a fait toute une recherche avec l'université de Stanford qui a amené à ce livre. Et les fondements scientifiques, je vous en dirai pas plus que ce que je vais dire ici, ce sont les sciences, la psychologie positive, les sciences de la performance, les neurosciences, bien évidemment, et puis également la psychologie comportementale et cognitive. Si ça vous intéresse, dans le bouquin, il y a tout un chapitre justement sur tous les fondements scientifiques. L'approche qu'il a prise, c'est l'analyse factorielle. L'analyse factorielle, c'est quoi? C'est ce qui permet de découvrir les racines fondamentales d'un certain phénomène, avec comme objectif de simplifier très fortement la problématique. Si j'applique par exemple l'analyse factorielle aux couleurs, ben, il existe une infinité de couleurs. Et l'analyse factorielle nous permet de ramener ces couleurs à trois couleurs de base qui permettent
d'arriver à toutes les autres couleurs. Et donc l'idée de Samine, c'est d'appliquer ça également au comportement humain pour trouver les facteurs fondamentaux qui permettent d'arriver à tout ce que l'on peut observer chez l'humain. Pourquoi est-ce que nous réagissons d'une certaine façon, que cette façon soit plutôt de l'ordre de l'autosabotage ou plutôt vertueuse, j'ai envie de dire. Alors, à quoi il est arrivé? Ben, c'est simplement que dans notre cerveau, il y a, ça c'est une neuroscience qui nous amène à ça, il y a plusieurs régions, dont deux régions auxquelles on va s'intéresser ici. Il y a une région qui est le siège de nos émotions, on appelle souvent négatives. Moi, personnellement, je préfère parler d'émotions désagréables. La peur, la colère, l'anxiété, la honte, la culpabilité, tout ce qui est frustration et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a une autre région qui sont vraiment bien séparées et on va voir qu'elles ne s'activent pas la plupart du temps en même temps, hein, ou qui est plutôt le siège d'émotions agréables, de la joie, de la sérénité, de la paix, un ressenti d'empathie, de curiosité, de créativité, de compassion. Donc d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle en intelligence positive, le cerveau de la survie. De l'autre côté, en anglais, oui, pardon, avant de passer à ça. Donc c'est le réseau de la région de la survie, elle est son carburant, son combustible, son fuel, c'est le stress. C'est ce qu'on va appeler aussi en intelligence positive le pays des 10 saboteurs que je vous présenterai un peu plus loin. Ceux qui ont fait le test ont déjà des idées de quoi je parle. Alors, de l'autre côté, il y a, en anglais, il parle de thrive brain. Moi, j'ai appelé ça le cerveau de la vie, qui, lui, son moteur, c'est l'amour. C'est l'amour défini comme étant le don de soi, de ce que je suis réellement. Je ne parle pas de l'ego, je parle de l'être que je suis vraiment, cet être authentique. Le trésor dont je parlais tout à l'heure, qui nous habite chacun. Donc le don de soi et l'accueil de l'autre tel qu'il est, donc, bon, pas non plus dans son ego, mais tel qu'il est en profondeur, sans vouloir le changer. Et ça, c'est le pays du sage. Alors en nous, il y a souvent comme une espèce de combat entre cette lumière d'un côté et plutôt l'ombre de l'autre côté. Alors, en fait, ce sont deux moteurs. Et ces deux moteurs fonctionnent. La question, c'est un peu lequel m'anime. Donc, le premier moteur, c'est le moteur du côté des saboteurs. C'est le moteur qui est où j'avance par le stress. Et si je vois la vie dans les entreprises, bon, moi, je constate qu'il y a énormément de personnes qui sont motivées. Enfin, oui, dans le moteur, la motivation, quelque part, vient de leur stress et de toutes ces émotions enfin, désagréables, négatives, comme on peut dire souvent. Et l'autre moteur, ben, c'est le moteur du sage. Donc, une motivation par des émotions, elles qui sont agréables. Moi, je parle de motivation par l'amour et de l'autre côté, motivation par le stress. On peut se demander à nous-mêmes, d'ailleurs, quel est le moteur qui m'anime principalement? Je peux évidemment passer d'un moteur à l'autre. Pourquoi est-ce que je fais les choses? C'est ça, hein, le moteur. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que c'est par amour ou par stress? Alors, les deux moteurs fonctionnent. Ils amènent tous les deux à un certain succès. Euh, donc, les saboteurs peuvent entraîner la réussite, mais cette réussite, la plupart du temps, elle n'est pas durable et il n'amène pas du tout à l'épanouissement. Si on regarde notre monde actuel, je pense qu'il a été principalement nourri par ce moteur du stress, le moteur des saboteurs, et je crois qu'on est en train de foutre pas mal de choses en l'air sur notre belle planète, entre autres, et au niveau de l'humain également. Alors, l'autre moteur bah, entraîne également souvent la réussite, mais toujours un épanouissement. Donc, l'échec, là, ne va plus être vécu quelque part comme un échec qui pose vraiment problème, mais comme une étape vers ce que je poursuis. Alors, le résultat de la recherche à partir de l'analyse factorielle sur ces différents comportements humains disent qu'il n'y a finalement que trois muscles à l'origine de ce qu'on pourrait appeler notre fitness mental, notre bien-être mental. Je fais du fitness à la salle de sport ou je fais du sport, c'est pour me sentir bien dans mon corps. Mais qu'est-ce que je pourrais faire comme fitness pour me sentir bien dans mon mental? Eh bien, là, d'après l'approche de l'intelligence positive, il n'y a finalement que trois muscles
à travailler ou trois familles de muscles à travailler. Le premier, c'est ce muscle qui nous permet d'intercepter les saboteurs, dont on va parler tout à l'heure. Le second, c'est booster les cinq pouvoirs du sage. On pourrait dire que là, il y a cinq muscles du sage. Et le dernier, en fait, c'est comment passer de la survie à la vie. Comment passer des saboteurs, donc désactiver les saboteurs quelque part, et activer mon sage. Donc, ce sera un peu le plan de ma présentation. Commençons par les saboteurs, comment intercepter les saboteurs, et présentons ces saboteurs. Alors, je vous ai parlé de 10 saboteurs. En fait, il y en a un plus 9. Le un, c'est le chef, c'est le parrain de la mafia, c'est le juge. Vous avez fait un test, enfin certains d'entre vous l'ont probablement fait, peut-être pas tous, là où on parle de 9 saboteurs. Ça, ce sont les complices dont je vais vous parler par la suite. Le juge, il nous attaque sur trois axes. Le premier axe, c'est il m'attaque sur moi-même. Donc, ces saboteurs, ce sont les pensées qui m'habitent. Et ces pensées inconscientes, hein, elles viennent de mon inconscient, ces pensées-là, et qui génèrent mes émotions. Souvent, je me rends compte des émotions, mais je ne suis pas conscient des pensées qui sont derrière. Il faut que je réfléchisse. Tiens, pourquoi est-ce que je suis ça? Parce que je pense cela. J'ai une pensée qui m'est venue. Et typiquement, pour le juge qui m'attaque, moi, ben, c'est t'es pas à la hauteur. Tu pourrais mieux faire, tu es un usurpateur, tu es le syndrome de l'imposteur, par exemple. Tu n'es pas assez, ou tu es trop ceci, ou tu es nul quelque part. Il y a la même chose par rapport aux autres. Donc là, le juge va susciter en moi des pensées qui vont critiquer, qui vont juger les autres. Donc typiquement, hein, l'autre est nul, l'autre est incapable, si c'était moi, je ferais beaucoup mieux, et ainsi de suite. Il y a un troisième axe qui pour moi n'était pas très conscient, peut-être que pour vous ce sera une évidence, c'est le fait de juger les circonstances. Les circonstances sont nulles. Tu es dans la merde, tu n'as pas les bonnes cartes en main, ça va pas marcher, de toute façon c'est foutu. Et alors cette petite pensée aussi qui est vraiment typique du juge, tu seras heureux quand? Hein. Il y a des gens qui me disent vivement la pension. En résumé, je serai heureux quand je serai pensionné. D'accord. Ou je serai heureux quand j'aurai réussi ceci. Ça, c'est typiquement des pensées d'auto-sabotage, des pensées du juge. Le seul moment pour être heureux, comme vous le savez probablement, bah, c'est maintenant avec moi pendant que je vous parle. Alors, ce juge que nous avons tous, alors parfois ce juge il est très agressif, hein, avec vraiment on sent en nous des jugements très très forts. Parfois c'est beaucoup plus en douceur. Moi je dois dire un juge qui était ouais, très presque poli. Mais d'autant plus insidieux, j'ai envie de dire. Ben, ce juge, souvent, il ne travaille pas seul, il a des complices. Donc, ce sont les fameux 9 saboteurs pour lesquels vous avez fait un test, un assessment, qui vous a donné donc un résultat de ce type-ci, où vos saboteurs ont été classés. Alors, parfois, ça ressemble à ça, donc il y en a un qui est quasiment au maximum, et puis ça diminue au fur et à mesure. Parfois, j'ai vu des gens où partout c'était très faible. Parfois, il y en a trois quatre qui sont très développés, d'autres pas, et ainsi de suite. Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat quelque part. C'est quelque part une prise de conscience, mais ce n'est qu'un test, hein, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un outil. Donc, prenez-le comme ce que ça vaut, quoi. Voilà. Euh, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le test, je vous invite à le faire. Pour ceux qui n'avaient pas reçu le mail de Christian avec le lien, vous trouverez tout sur le site, hein, positiveintelligence.com. C'est un test en anglais, 50 questions, ça prend à peu près 5 minutes. Alors, ces saboteurs, je vous ai dit comment le juge fonctionne, hein. Il m'attaque suivant trois axes. Les saboteurs complices, les complices du juge, eux, ils me font une promesse. Je peux vous expliquer pour chaque saboteur les différentes promesses qu'il y a. Et pour que cette promesse se vérifie, d'après ce saboteur, il faut que je suive la stratégie qu'il me propose. À court terme, ça fonctionne, donc j'ai le résultat promis. À moyen terme et à long terme, ça foire toujours et ça empire quelque part la situation. Chacun de ces saboteurs complices se base quelque part sur une qualité que j'ai. Et souvent, cette qualité, elle va trop loin. On parlera tout à l'heure aussi. Je vous propose de passer en revue.
Si ça correspond à un de vos premiers saboteurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou quoi pour dire oui, ça c'est le mien. Comme ça, je vois un peu ce que ça donne chez vous, quoi. Voilà. Donc le premier, j'ai traduit les résultats en anglais. En anglais, c'est avoider, c'est l'esquiveur. Euh, alors, la promesse de l'esquiveur, c'est typiquement de rendre la vie plus agréable. La stratégie qu'il nous invite à suivre, c'est d'éviter les conflits, les situations difficiles ou de procrastiner. Voilà. Éviter les conflits et procrastiner, on peut dire, c'est vraiment les deux tendances. Parfois, on a les deux, parfois, on a une des deux. D'accord. Moi, typiquement, j'étais plus dans le côté éviter les conflits, mais pas tellement dans le fait de procrastiner. Alors, après ça, à court terme, bah, la vie est belle, quoi. Je me suis disputé avec mon épouse. euh, j'ai ma petite voix là en moi qui me dit, mon petit saboteur, l'esquiveur, qui me dit, ouh là là, surtout ne dis rien, va voir ton match. Demain, elle aura dormi dessus, elle aura oublié, pas de problème. D'accord? J'ai une tâche complexe à faire. Oh, ils vous diront, fais ça demain, ça va, il est encore temps. Va regarder ta série, c'est quand même nettement plus sympa, quoi. On va prendre l'apéro. Hein, tu feras ça demain, ça ira toujours. Voilà. Et terme, bah, la vie est belle, quoi. Je n'ai pas à affronter, affronter ou à m'expliquer ou à écouter mon épouse. Je n'ai pas à faire ce job m'est présenté comme quelque chose de casse-pied et la vie est belle. Mais évidemment, assez rapidement, ça va se dégrader, la situation s'aggrave. Euh, Parce que le conflit avec mon épouse, bah, ça va dans ce que moi j'appelle la poubelle relationnelle. Et ces conflits qui s'accumulent petit à petit, bah, un jour, il y a l'étincelle de trop et ce truc a fermenté et tout explose et il y a de la merde partout. D'accord? La tâche que j'ai pas faite, bah, finalement, je la procrastine comme ça de jour en jour. Puis finalement, je me trouve la veille du truc et je dois y passer toute la nuit et j'arrive à un résultat qui est vraiment pas terrible. Les saboteurs, ce sont donc des menteurs. C'est comme le juge. Donc là, intercepter les saboteurs, c'est que dès que vous sentez que vous êtes en mode sabotage, c'est tout de suite d'avoir ce réflexe de dire menteur. On dire, OK, non, ce n'est pas. La promesse, elle est fausse. Oui, à court terme, ça va marcher, mais je sais très bien qu'à long terme, ça ne marchera pas. Second saboteur, le contrôleur. La promesse, obtenir de meilleurs résultats. Le contrôleur, il est bien répandu chez les managers, les patrons d'entreprise, des gens qui ont l'habitude d'avoir tout sous contrôle. Et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs souvent d'arriver à un certain niveau de réussite. Ils deviennent des micro-managers, mais ça va les bloquer dans le développement de leur entreprise ou de leur département. Donc à court terme, bah, le résultat, tout est sous contrôle. Ouf, ça va, j'ai tout vérifié, tout va bien marcher. Euh, à long terme, ben d'abord, moi je m'épuise parce que si mon équipe grandit, je dois contrôler de plus en plus de choses. Et je commence à travailler le soir, et puis après je commence à travailler le samedi, je commence à travailler le dimanche. Et puis, bon, ben, il y a le conjoint qui s'en va parce qu'il en a ras-le-bol de jamais me voir. Mes collaborateurs, ils en ont ras-le-bol que je leur fais pas confiance. Et donc finalement, ben, la situation s'aggrave de plus en plus. Le contrôleur est un menteur. L'hyper-performant. Sa promesse, obtenir une meilleure image de soi. Obtenir une meilleure image de soi. Et comment obtenir cette meilleure image de soi? Sa stratégie, bah, c'est de se fixer des objectifs vraiment ambitieux. On va avoir le diplôme de plus, on va se mettre, on va arriver à tel résultat, et ainsi de suite. Euh, Et donc, typiquement, bah, à court terme, ça fonctionne, quoi. Je me suis donné ces résultats ambitieux, j'ai entraîné toute l'équipe avec moi, on y est arrivé, oui, c'est super. Et puis après, je continue et ainsi de suite. Et puis, je m'épuise moi-même, je deviens insupportable avec les autres. Je tombe éventuellement en burn-out ou les autres tombent en burn-out ou me rejettent complètement. L'hyper-rationnel, hein, celui-là, c'est la promesse, c'est de prendre des meilleures décisions, des décisions rapides, efficaces. Comment? Simplement de prendre des décisions qui sont rationnelles. Je mets de côté ces émotions, ces trucs compliqués, hein.
qui rendent la vie, les choses humaines vraiment difficiles à gérer, on met ça de côté, on prend des décisions rationnelles. L'intuition et ces trucs-là, ça vient d'où? C'est pas prouvé. Donc, je vais prendre mes décisions de façon totalement rationnelle. Et donc, à court terme, ça marche. Je prends des décisions très rapides. Mais à long terme, d'abord, ma relation avec les autres devient impossible parce que je manque totalement d'humanité. En plus, la très grande majorité de toutes les découvertes se sont faites à partir de l'intuition et non pas à partir de la raison. La raison, après, a permis de vérifier mes intuitions et de les affiner. Mais l'intuition est un moteur énorme. Donc, l'hyperrationnel se prive d'une ressource essentielle et son inhumanité ne lui permet pas de collaborer avec les autres. Donc avoir raison, c'est très bien, mais avoir raison tout seul, ça sert absolument à rien. L'hypervigilant, ça c'était moi. Donc l'hypervigilant, il voit, donc la promesse c'est quoi? C'est de se protéger soi-même ainsi que nos proches ou ceux dont on a la charge, quoi. La stratégie c'est quoi? C'est de s'inquiéter au moindre signal, voir des dangers absolument partout. Donc, à court terme, bah, ça fonctionne pas mal. J'ai l'impression d'être en sécurité parce que j'ai pensé à tout. Moi, j'étais extrêmement fort là-dedans. Euh, le problème, c'est qu'à long terme, comme j'arrête pas de crier au feu, bah, la première fois que je crie au feu, tout le monde quitte le bâtiment en courant. Et puis, bon, une fausse alerte, bah, ça arrive à tout le monde. Voilà, il y a une fausse alerte. La seconde fois, je crie au feu, tout le monde sort de nouveau en courant. Bon, de nouveau une fausse alerte. Bon, ouais, ça arrive toujours. La troisième fois, les gens sortent lentement, hein, ils ont bien, voilà. La quatrième fois, la moitié sort. La cinquième fois, il n'y a plus personne qui sort. Et la dixième fois, il y a un incendie et tout le monde crame. Donc, au lieu de protéger les gens avec mon hyper-vigilance, bah, j'ai mis tout le monde en danger. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai profondément vécu et qui m'a vraiment handicapé, hein. C'est vraiment, de nouveau, quoi, c'est ce côté menteur des saboteurs qui vous font des promesses qui vont à l'inverse, quoi. Alors, le fait plaisir, assez connu, le pleaser en anglais, sa promesse, être aimé de tous. La stratégie, ben, vous faites plaisir à tous ceux qui vous entourent, vous dites des choses gentilles, chaque fois qu'on vous demande quelque chose, vous dites oui, et comme ça, tout le monde va vous aimer, quoi. D'accord. Et à court terme, bah, ça marche super bien, hein. On a du réconfort, les gens m'adorent, quoi. Hein, bah oui, je suis le gentil de la bande. Mais assez rapidement, je me rends compte en fait que les gens, c'est pas moi qu'ils aiment, parce que je ne suis pas réellement moi-même. Je n'ose pas m'exprimer, être qui je suis. Je suis simplement celui qui fait plaisir à tout le monde. Mais je me suis complètement oublié là-dedans. Je n'existe pas, en fait. Le suivant, c'est l'agité, le restless en anglais. Donc la promesse, c'est se sentir pleinement en vie. La stratégie, j'ai envie de dire sauter sur tout ce qui bouge. Être toujours en action. Je ne parle pas tellement ici des hyperactifs, hein. Là, c'est encore quelque chose d'autre quand on a un TDAH ou des choses pareilles. Ici, c'est vraiment ceux qui... Voilà, il y a un groupe de travail qui se lance. Ah, moi, je vais en faire partie, hein. Tel projet, ah, moi, je suis intéressé. Et donc, on veut vraiment tout faire et faire partie de tout. Et donc, à court terme, bah oui, je me sens vraiment, ouais, ma vie est passionnante, je fais un tas de trucs là, privé, pro et tout, je suis de toutes les parties. À long terme, j'arrive à une impression de vide parce que souvent, je ne vais pas jusqu'au bout des choses. En plus, quel est le sens de tout ce que je fais? Il y a plus de fil rouge. Euh, et aussi, je m'épuise quelque part à sauter sur tout ce qui bouge. Le maniaque. Euh, Michel, tout à l'heure, en attendant que ça commence, nous disait, bon voilà, ça c'est le mien, hein, en anglais, le stickler, le maniaque. La promesse, c'est plus de paix et de joie par la perfection. Si tout est parfait, hein, la stratégie, c'est donc la perfection du perfectionnisme, bah, si tout est parfait, il n'y a plus rien à dire, il n'y aura aucun problème, et voilà, tout va bien se passer, quoi. Et donc le résultat à court terme, c'est, je suis rassuré, c'est nickel, impeccable, rien à dire. Mais évidemment, vous connaissez le principe de Pareto, hein, pour arriver à 100%, bah, un résultat qui vaut 100%, je mets 5 fois plus de temps que pour arriver à un résultat qui vaut 80%, hein. Donc, pour arriver à un 10 sur 10.
5 fois plus de temps que pour arriver à un 8 sur 10. Or, 8 sur 10, c'est déjà la grande distinction. Et donc, c'est totalement inutile de viser un 10 sur 10. Donc, je mets un temps fou, j'arrive pas au bout. Souvent, d'ailleurs, le perfectionnisme est relié à la procrastination, parce que le perfectionniste, il a peur de ne pas arriver à la perfection, et donc il procrastine. D'accord. Donc, de nouveau, c'est une promesse qui est pas tenue à moyen et long terme. Le dernier saboteur, c'est bien connu aussi, c'est la victime. D'accord. Donc, la promesse, c'est de recevoir plus d'amour des autres. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Bah, il se plaint. C'est assez simple, hein. Je crois qu'on connaît tous comme ça des gens qui passent leur vie à se plaindre. Et à court terme, ça fonctionne, hein. Donc, je me plains auprès d'un ami ou quoi, et cet ami, bah, il est assez entreprenant. Donc, il me dit, mais écoute, tu devrais faire comme ceci ou comme ça. Une semaine plus tard, cet ami revient et il me dit alors ça a été là, t'as fait ce que je dis? Non, ça n'a pas marché parce que ceci, parce que ça, et, oh, c'est vraiment la merde et tout. Ok, mais tu devrais faire ça, et ainsi de suite. Et puis une semaine plus tard, le même copain revient et puis je recommence de nouveau à plein. Et puis le type, il a compris, il en a marre, il me laisse tomber. Et les gens qui restent autour de moi, hein, ce ne sont plus que une espèce de c'est comme un cœur de tragédie grecque, où la plainte monte, hein, du matin au soir, des gens qui se plaignent. Mais tous ceux qui sont un peu entrepreneurs, ben, ils m'ont laissé tomber parce qu'ils en ont plus purement ras-le-bol. De nouveau, une promesse qui est un mensonge. Alors peut-être un petit mot par rapport à ces saboteurs. Ces saboteurs se développent chez nous dans l'enfance. On dit souvent avant 7 ans. Ce sont des stratégies qui m'ont été indispensables pour la survie, justement, au moment de mon enfance. Pour être aimé, j'ai développé certaines stratégies pour trouver ma place, pour me mettre en avant, pour me sentir en sécurité, et ainsi de suite. J'ai développé des stratégies totalement inconscientes qui deviennent vraiment ces saboteurs euh, à l'âge adulte. Alors, c'est assez facile d'identifier les saboteurs chez les autres. Si vous vivez en couple, vous pouvez assez facilement dire: «Oh, ouais, mon conjoint, c'est celui-ci ou c'est celui-là.» Si vous avez des collaborateurs en entreprise ou quoi, ou des amis, vous pouvez assez rapidement dire: «Oui, c'est celui.» Et c'est parfois beaucoup plus difficile de le découvrir pour soi-même. De là aussi l'intérêt du test. N'hésitez pas non plus à demander à vos amis: «Et tiens, pour toi, j'ai quel saboteur?» D'accord? Alors, les saboteurs se manifestent quelque part par l'émotion négative qui sont suscitées par les pensées, hein. Donc la cause à la base, c'est la pensée qui me vient et qui me souffle donc une stratégie qui me fait une promesse, mais qui est une fausse promesse. D'accord. Et donc ce sont les émotions négatives que je vais ressentir. Alors, est-ce que ces émotions négatives, est-ce qu'elles sont mauvaises? Je ne sais pas, vous, quelle réponse vous seriez à ça. Pour répondre à cette question-là, ben, je vous demande, on va faire la comparaison avec la douleur physique, hein. La douleur physique, finalement, est-elle positive ou est-elle négative? Imaginez que vous mettez votre main sur une taque brûlante ou sur le barbecue en été. Ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, immédiatement, vous l'enlevez. C'est un réflexe de survie. Et donc, on peut dire que la douleur physique, elle est profondément bonne, quoi. Elle est profondément positive. Parce que si je ne ressens pas la douleur, il y a d'ailleurs une maladie génétique que quelques familles ont, entre autres une famille italienne, ils ne ressentent pas la douleur, mais pour eux, c'est catastrophique. Ils se coupent, ils- tout d'un coup, ils se rendent compte que ça fait un bout de temps qu'ils perdent du sang, parce qu'ils n'ont absolument rien senti. Ils se brûlent et ils se rendent compte de rien. Et puis tout d'un coup, ils disent: «Tiens, ça commence à sentir la saucisse ici. Ah, c'est agréable.» Et puis tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est leur main qui est en train de brûler. Donc la douleur physique est vraiment un message qui me permet de prendre soin de mon corps. Ben, de la même façon, mes émotions désagréables, euh, quelque part, elles me permettent de prendre soin de mon mental et de mon état psychologique. Alors, le problème, c'est que si je fais comme avec la douleur physique, c'est-à-dire que je retire ma main tout de suite, c'est OK. Donc pendant une seconde, ou j'ai envie de dire une minute pour être sympa,
OK, c'est un signal d'alerte. Mon émotion désagréable, négative, si vous voulez, hein, ma culpabilité, mon doute, ma peur, mon stress me dit, tiens, il y a quelque part un besoin dont j'ai à prendre soin. Le problème, c'est que finalement, le mode sabotage, c'est quoi? C'est d'entretenir ces émotions désagréables. Au lieu de retirer ma main, je laisse ma main sur l'attaque brûlante, sur le barbecue. Et évidemment, là, c'est une attitude qui est profondément toxique et destructrice pour moi-même et pour mon entourage. Donc, entretenir mes émotions désagréables, hein, entretenir mon stress, comme on a souvent tendance à le faire, en tout cas, je parle pour moi, si je n'y prête pas attention, c'est ça le mode saboteur. Peut-être juste un petit arrêt avant de passer au chapitre suivant. Je ne sais pas si vous avez peut-être des premières questions, Christian, à ce stade-ci, ou que je vous ai complètement perdu. Je ne vois personne qui dort ou qui ronfle. Mais est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a Il y a quelque chose? oui, oui, merci beaucoup. Il y a juste une question que je relève, peut-être. Y a-t-il un rapport ou un parallèle avec les drivers de l'analyse transactionnelle? Assez évident, hein. Le driver fait plaisir, bah c'est le saboteur qui fait plaisir, hein. Donc assez évident. Donc on peut voir ça. Comment est-ce qu'il est arrivé à 9 saboteurs? Ça, c'est une matrice. Si ça vous intéresse, il y a une matrice de 3 par 3 avec d'un côté 3 besoins et d'un autre côté 3 styles. Et en croisant ça, il est arrivé à partir de cette analyse factorielle à ces 9 à ces 9 saboteurs plus le juge. Bien sûr, il y a un rapport avec les drivers. Oui, tout à fait. Autre remarque ou question, Christian, ou je Mais continue? moi, j'ajoute ma question, c'est-à-dire que quand j'ai vu 9, ben, comme tout le monde, j'imagine, j'ai pensé à l'ennéagramme et je me dis, bon, probablement qu'il y a un rapport, une correspondance à faire. Je ne sais Ouais. pas si tu as déjà regardé à ça. Je suis pas expert en Ennéagramme, j'ai fait un peu de processcom, mais pas le Ennéagramme, j'ai parcouru un peu, mais pas plus que ça. Euh, Alors, Chamine, il aime bien présenter l'intelligence positive comme le système d'exploitation de l'humain, en disant que tous les autres modèles sont comme des applications qu'on viendrait, hein, Android, quelque part, ça, ce serait l'intelligence positive, et toutes les autres applications, ce seraient comme des applications qui viennent se dessus, mais sur lesquels on peut faire un parallèle à partir de là. Et finalement, je trouve que c'est assez, ça me paraît assez juste, en tout cas, même si ça paraît peut-être un peu prétentieux, mais ce que je trouve super avec l'intelligence positive, c'est que ça simplifie énormément les choses. Et donc, la promesse de l'analyse factorielle dont je vous parlais tout à l'heure, de simplifier notre compréhension du fonctionnement humain, je trouve qu'elle est pleinement tenue. Enfin, vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Et non seulement de comprendre le fonctionnement humain, mais également de voir comment l'influencer. Donc c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler maintenant. Voilà. Alors, le chapitre suivant, donc on passe à la deuxième partie, c'est les fameux pouvoirs du sage. Donc là, on a vu ce qui se passait dans cette région du cerveau où il y avait les émotions désagréables, le juge et ses 9 saboteurs complices. Ici, on va voir ce qui se passe dans cette autre région du cerveau, c'est plus dans la région préfrontale, hein, les saboteurs, c'est plus du côté de l'amygdale et ces choses-là. Donc, du côté du sage, donc une région du cerveau qui est située à des émotions agréables, à de la paix, à de la sérénité, au fait aussi d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire. Quand je suis en mode juge, j'ai une vision que j'ai envie de dire assombrie, mais c'est aussi une vision qui est très limitée, qui est pas large, quoi. C'est une vision qui est un peu étriquée. Je ne vois que le problème où je ne vois que ma nullité ou la nullité de l'autre ou le fait que c'est la merde autour de nous. C'est aussi la région où il y a la créativité, d'accord. Une vision aussi qui est élargie. Là où les saboteurs, justement, restreignent ma vision, bah, le sage, lui, va totalement l'élargir. Alors, le sage, il a également une perspective qui est assez essentielle, je vais vous illustrer maintenant par une petite histoire. Euh, donc, cette perspective, on pourrait aussi parler en PNL, on parlerait peut-être de croyance, mais une croyance qui est portante, quoi. Donc, c'est que chaque événement ou circonstance peut être transformé en cadeau ou en opportunité.
Donc chaque événement, donc tout ce qui m'arrive, toute circonstance à laquelle je suis quelque part confronté, à laquelle je fais face, peut être transformée en cadeau ou en opportunité. Alors, quand je suis avec un public peut-être moins averti, je leur dis toujours, ne dites pas à quelqu'un qui vous annonce qu'il a un cancer qu'il n'y a pas de problème, il y a sûrement un cadeau, une opportunité quelque part. Euh, mais par contre, de se dire ça à soi-même, je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant pour aborder les choses différemment, justement, avec cette perspective du sage. Pour illustrer ça, Chamin, il raconte une histoire, un conte chinois, ça se passe il y a plusieurs centaines d'années. C'est un fermier qui a un étalon. Et avec cet étalon, il participe à des courses. Alors, son cheval, justement, vient de remporter sa première course. Et tous les voisins, les amis arrivent chez lui pour le féliciter, lui disent que c'est vraiment extraordinaire, qu'il a vraiment de la chance. Et la réponse que donne ce fermier, qui dit, qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais? Après ça, une semaine passe et comme bah, le cheval a eu du succès, il y a des voleurs qui sont venus piquer le cheval. Et bah voilà le fermier qui se retrouve sans son cheval qu'il aimait beaucoup. Et alors que justement, il venait de gagner. De nouveau, les voisins arrivent et disent, oh, c'est vraiment malheureux, alors que tu l'avais tellement entraîné depuis des années. Et là, il gagne et puis on te le pique. C'est vraiment moche et ainsi de suite. Bah, de nouveau, le fermier leur donne la même réponse, hein. Qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais? Une semaine plus tard, le cheval, il revient au galop tout seul. Il s'est échappé de chez ses ravisseurs et il revient chez le fermier. Les voisins rappliquent, les amis rappliquent, la famille et tout ça, qui disent, ah, t'as de la chance, le cheval, il a réussi à s'échapper, c'est trop top. Le fermier recommence. Voilà. Qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais? Là, les voisins et tout ça, ils commencent à se dire, il devient vieux, ça marche plus très bien là en haut. Et puis là, le fils du fermier qui vient d'avoir 18 ans euh, commence à entraîner, à reprendre l'entraînement du cheval et en le poussant un peu trop loin, ben, il fait une chute et il se casse la jambe. Les voisins arrivent, ah, ton fils s'est cassé la jambe, comment ça va? C'est vraiment pas chouette et tout. De nouveau, il leur dit, oui, on sait ce que tu vas dire, hein. Qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Une semaine plus tard, la guerre est déclarée dans le royaume où ils étaient, avec un royaume autre. Et donc, il y a une conscription qui est faite. Et donc, les militaires viennent chercher dans toutes les familles les hommes. Et donc, ils arrivent chez le fermier. Bah, son fils, comme il a la jambe cassée, bah, il n'est pas repris comme soldat. Par contre, les enfants des voisins et des autres familles sont emportés, sont conscrits pour rejoindre l'armée. Là, évidemment, il n'y a plus personne qui va voir le fermier euh, pour lui dire quoi que ce soit. Donc cette histoire, quelque part, nous parle de cette perspective, de cette question, quelque part, de quelle est la perspective qui est vraie, celle qui me dit que c'est bien ou celle qui me dit que c'est pas bien. Donc le saboteur, lui, va me dire, bah, c'est mauvais, hein, et le sage va me dire, bah, il y a quelque part un cadeau ou une opportunité. Quelle est la perspective, finalement, qui est la bonne? Bah, la réponse, c'est la perspective, finalement, que je crois. Mon prof de marketing, qui avait fait pas mal de PNL aussi, qui me disait toujours, bah, je crée ce que je crois. Voilà. Euh, Tout ça pour vous parler de cette perspective du sage qui veut voir en tout ce qui se passe, non pas un côté qui soit particulièrement mauvais, simplement, voilà, les circonstances, elles sont ce qu'elles sont. Euh, et je vais, même si c'est quelque chose qui est pénible, donc on ne. L'intelligence positive, c'est pas une espèce de positivité à outrance, que tout est magnifique et ainsi de suite, pas du tout. On reconnaît la douleur, la difficulté, c'est certainement beaucoup de compassion là-dedans, et on va parler d'empathie tout de suite. Euh, mais au-delà de ça, on va dire, ben oui, dans ce qui est vécu là, on peut trouver quelque part un cadeau ou une opportunité. Alors, parlons des cinq pouvoirs du sage. On va dire c'est quelque part cinq compétences que nous avons tous. On pourrait comparer ça, je vous ai parlé tout à l'heure de trois muscles à développer, hein. Ici, le muscle du sage, qui en fait cinq, on pourrait parler de cinq muscles du sage, donc cinq compétences à développer que nous avons tous. Mais vous savez, euh, en termes de muscles, parfois, vous faites un exercice particulier. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je me suis mis à bêcher là, pour planter des roses avec mon fils. Et après un quart d'heure, là, il y avait un muscle que j'avais jamais utilisé ou à peu près qui s'est manifesté pour me dire stop, ça va plus.
Le muscle, je l'avais, je l'ignorais quelque part. Et là, il se manifestait à moi pour dire, là, j'ai donné le max. Si tu veux pouvoir m'utiliser, il va falloir que tu fasses du fitness à partir de ce muscle-là, petit à petit, pour pouvoir... C'est un muscle qui est atrophié, il faut pouvoir le redévelopper. Eh bien, avec ces 5 pouvoirs, c'est exactement la même chose. Nous les avons tous, mais peut-être que, comme c'était le cas chez moi pour un de ces pouvoirs en tout cas, un de ces pouvoirs est assez atrophié. Peut-être que d'autres sont développés naturellement. Il n'y a pas d'ordre dans ces pouvoirs. Le premier, c'est ma capacité à explorer. Donc le juge me dit que c'est la merde. Ici, le sage va me dire, OK, prends de la hauteur et regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Et si tu regardes par là, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, là, c'est vraiment difficile. Et là, ça ne va pas aller. Là, c'est encore pire. Si tu regardes, ah, là, il y a peut-être un chemin. Donc cette capacité à prendre de la hauteur, mais aussi cette capacité à regarder à la loupe et à voir vraiment dans les petits détails ce qui se passe. Hein. Alors que le juge me dit que tout va mal, là je vais voir, ah oui, ça c'est dur, ça c'est comme ceci, ça c'est comme ça. Et pour avoir vraiment une vision beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, beaucoup plus précise de la situation et beaucoup plus réaliste quelque part aussi. Quand je suis dans ce mode d'exploration, l'émotion qui m'habite, c'est vraiment une émotion de curiosité. Alors que quand je suis du côté du juge, je vais être plutôt dans le stress, dans la peur, dans le doute, enfin des émotions qui sont négatives. Là, je vais être dans cette émotion qui est plutôt agréable, une émotion de curiosité qui va m'habiter. C'est ce qui va vous permettre aussi de savoir, finalement, je suis où? Je suis en mode saboteur ou je suis en mode sage? C'est l'émotion qui va vous permettre de dire ça. L'émotion plutôt agréable, c'est du côté du sage. Les émotions désagréables, si je les entretiens, c'est du sabotage. Si simplement j'utilise mon émotion désagréable pour tiens, j'ai peur de quoi? Hop, je bascule en mode sage, je vous dirai tout à l'heure comment. Et là, je vais utiliser les pouvoirs pour pouvoir analyser la situation. Explorer. Deuxième pouvoir, mon pouvoir d'empathie. Euh, donc, le juge me dit par exemple, ah, celui-là, c'est vraiment vraiment un crétin, ou je sais pas quoi, tu as vu ce qu'il t'a fait, c'est honteux, et ainsi de suite. Voilà. Le sage va me dire, écoute, mets-toi à sa place. Qu'est-ce que tu ressens si tu te mets à sa place? Développe ton empathie. Et pour mieux comprendre ce qui se passe de nouveau, sans tomber dans ce jugement, et pouvoir avoir une situation aussi beaucoup plus claire. Ce pouvoir d'empathie, c'est aussi l'auto-empathie. Quand le juge m'enfonce moi-même et me dit que je ne suis pas à la hauteur, ou que j'ai eu un échec et que je ressens de la honte, ou que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas voulu faire, que j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aime, par exemple, que je ressens une certaine culpabilité, ben, ce pouvoir d'auto-empathie va me permettre aussi de m'aimer moi-même. Le pouvoir suivant, c'est le pouvoir d'innovation. Donc, ce pouvoir de trouver plusieurs voies possibles, ce pouvoir de créativité. Personnellement, je pensais que je n'avais pas cette compétence je n'avais pas de créativité, pas cette compétence d'innover. Donc, quand j'étais dans le monde précédent et que je dirigeais une entreprise ou un service ou une filiale, je m'arrangeais toujours pour engager des gens qui étaient plutôt créatifs. Donc, ils allaient probablement être un peu moins rigoureux que moi, mais ils allaient m'apporter cette créativité que j'estimais ne pas avoir. Et j'allais combler, moi, leur manque de rigueur et de structure. Et bon, bah, je m'en suis assez bien sorti comme ça. Quand je suis devenu coach, bah, je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau. J'ai bien dû créer tout seul mes formations, mon blog, mes articles, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai découvert que j'avais ce muscle. Et assez rapidement, quand j'ai commencé à l'exercer, bah, je me suis trouvé très créatif. Simplement parce que j'ai exercé ce muscle et qui s'est développé et que maintenant j'ai énormément de joie à exercer cette créativité et à le faire avec des groupes ou avec mes clients. Donc le pouvoir d'innovation. Le pouvoir suivant, c'est le pouvoir de décision. En anglais, il parle de navigate. Cette, cette capacité à choisir un chemin, à choisir ma voie, à partir d'une vision claire de la situation. J'ai plusieurs possibilités devant moi, peut-être qui viennent de mon innovation, de ma créativité, là, et je vais choisir avec une vision la plus claire possible, je vais choisir ce chemin-là. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un chemin qui mènera à la solution, mais c'est celui qui me paraît le plus juste. Et je vais y aller parce que j'ai la croyance du sage, hein,
De toute façon, même si je me trompe, si j'échoue sur ce chemin ou si j'arrive à un mur, bah, sur ce chemin, j'aurai appris des choses, j'aurai découvert des choses, il y aura des cadeaux ou des opportunités pour moi qui me permettront après à trouver le chemin qui m'amènera là où je désire aller. Donc le pouvoir de décision, le pouvoir de faire des choix. Là où le juge va plutôt me dire surtout bouge pas, ou l'esquiveur va me dire touche à rien, attends que ça passe, quoi. Le dernier pouvoir dont je voudrais vous parler, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. Donc j'ai décidé d'une voie et je vais donc utiliser mon pouvoir d'action pour agir, pour faire un premier pas et puis encore un pas, et puis un pas après l'autre. Et je chemine comme ça, et pas après pas. Évidemment, je vais avancer. Et de nouveau, grâce au précepte, à la croyance du sage, j'ai pas peur de faire un pas parce que j'ai pas peur de tomber. Parce que si je tombe, bah, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à découvrir, j'ai une résilience à développer et ça ne pose aucun problème. Je ferai un pas après l'autre. Donc ça, c'est donc le sage. On a donc parlé à ce stade-ci de la région de notre cerveau qu'on appelle le cerveau de la survie. Je viens de vous parler de la région du sage, la région qu'on appelle moi de la vie. Donc d'un côté, boosté par le stress, de l'autre côté, boosté par l'amour, par la sérénité, et par tous ces pouvoirs-ci. Maintenant, comment faire quelque part le pont, comment basculer euh, de l'un à l'autre? Si vous êtes dans des émotions négatives, c'est bien beau de dire bah, il suffit de passer au sage et d'utiliser votre pouvoir de créativité. Mais si je suis dans le stress, ma créativité, elle est bloquée. Donc j'ai quelque chose là que je vais devoir débloquer. Et c'est là qu'il y a une première prise de conscience à avoir, mais pour vous, c'est peut-être évident, mais je ne suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde. C'est le fait de dire, mais c'est peut-être un peu provocateur, euh, nous ne contrôlons pas notre mental. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Peut-être que vous avez cette croyance que vous contrôlez votre mental. Euh, Si c'était vrai, ben, on ne se réveillerait pas à 3 heures du matin en pensant au webinaire que je dois animer demain soir sur l'intelligence positive et parce que je ne suis pas encore prêt, je ne me suis pas encore préparé. Et je me réveille à 3 heures du matin là-dessus et mon esprit tourne là-dessus. Si je contrôlais mon mental, je lui dirais au moment d'aller me coucher, tu me fous la pêche qu'à demain, tu mets un peu d'ordre, tu mets la vidéo pour les beaux rêves, là, des chouettes rêves, et demain matin, tu veilles à telle heure. C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne contrôle pas mon mental. Hein, on dit que plus de 95% de nos décisions sont c'est quelque part des décisions qui sont inconscientes, qui sont en mode automatique. Notre cerveau est câblé, alors les circuits neuronaux et tout un tas de décisions se prennent tout à fait en mode automatique, c'est-à-dire de façon inconsciente, et heureusement d'ailleurs, parce que la plupart de ces décisions sont excellentes et sont bonnes, mais nous avons également dans ces circuits, comme dans les programmes informatiques, des virus qui traînent, des bugs qui nous jouent des tours. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre conscience que quand on ne contrôle pas notre mental, quand on est passé dans un mode saboteur, ben, c'est là de reprendre le contrôle du mental pour le remettre quelque part euh, dans des circonstances, enfin, de réactiver le cerveau de la vie, de réactiver le pays du sage, plutôt que de laisser les saboteurs faire le job. J'aime bien aussi parler de quand je suis en mode saboteur, donc je suis sous l'emprise de mes émotions. Alors que les émotions, ça devrait être mon tableau de bord qui me disent, tiens, il y a des besoins qui requièrent ton attention, c'est le message. Petite lampe rouge qui s'allume, une petite lampe orange, ou bien simplement, j'ai une émotion agréable. Donc ça, c'est la lampe verte qui me dit, continue, continue tout droit. Eh bien, en mode saboteur, les émotions quittent le tableau de bord et prennent le vol. D'accord. Et là, c'est mon juge, c'est mes saboteurs qui dirigent la voiture. Et autant les émotions sont essentielles, autant si je leur laisse le volant, là, elles conduisent extrêmement mal et je vais droit euh, à l'accident. Alors, ce qui a été découvert puisque les neurosciences, enfin, l'imagerie médicale a permis de découvrir, d'abord, c'est qu'on voit très bien, quand on est en mode saboteur, c'est une région du cerveau qui s'éclaire, j'ai envie de dire.
qui est active. Quand on est en mode sage, c'est une autre région. Et ils ont trouvé un moyen de désactiver la région des saboteurs pour activer la région du sage. Et comment est-ce que ça se fait ça? Ça se fait par des exercices qui ont le nom barbare. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction qui me plaît, qu'on appelle en anglais des PQ reps. PQ, c'est pour Positive Intelligence Quotient, donc le quotient d'intelligence positive. Et reps, c'est l'idée du fitness, hein, quand des répétitions d'un même exercice, hein. Vous êtes au fitness pour vous muscler, vous allez soulever 12 fois un certain poids, vous allez faire 12 tractions, 12 pompes, je ne sais pas quoi. Je suis pas un roi du fitness, physique en tout cas. Et donc ici, c'est la même idée. On va faire des petits exercices de 10 secondes. Donc un piqûre c'est 10 secondes, pas plus. On va éventuellement le répéter quelques fois euh, pour justement désactiver la région des saboteurs et activer la région des sages. Et donc on le voit. Et ces piqûres c'est quoi? C'est se concentrer pendant 10 secondes donc sur une sensation physique, que ce soit sur le toucher, que ce soit sur l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, la respiration. Enfin, voilà. Euh, on va faire quelques exercices maintenant de façon à ce que vous ressentiez ça. OK? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en voiture. Sinon, les autres que je vous propose, pour faciliter la chose, je vous propose de fermer les yeux. Si jamais vous êtes perdu et que vous ne savez pas très bien comment faire, ouvrez les yeux, regardez comment je fais s'il y a des gestes qui sont, enfin, des descriptions de gestes qui sont pas évidents. On est parti pour 3-4 minutes. Normalement, ça fait pas mal. Si vous êtes distrait, pas de problème, ça fait partie de l'exercice. Dès que vous vous rendez compte de votre distraction, revenez à l'exercice. Et ce retour fait aussi partie de cette musculation. On va le faire pendant quelques minutes. Après, je vous expliquerai comment utiliser ça dans la vie courante. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Je vais faire tout un balayage de différentes méthodes, de façon à ce que vous ayez un peu une idée de ce qu'elle pourrait donner. Voilà, les yeux fermés. J'invite à vous tenir assez droit sur votre chaise, mais de façon quand même assez confortable. Une position de méditation, comme on dit. Donc les pieds bien par terre, non croisés, les jambes non croisées, le dos relativement droit et la tête droite sur votre colonne vertébrale. Voilà. On va commencer simplement par respirer et par se concentrer sur les mouvements de mon ventre quand je respire. Donc j'inspire et je vois mon ventre qui monte. Quand j'expire, il descend. Vous vous concentrez simplement sur les mouvements de votre ventre quand vous inspirez et quand vous expirez. Si vous êtes distrait, pas de problème. Dès que vous en rendez compte, vous revenez à l'exercice. Maintenant, je vous propose d'inspirer en vous concentrant sur la température de l'air que vous inspirez. Puis quand vous expirez, vous essayez de voir la différence entre la température de l'air que vous inspirez et que vous expirez. De nouveau, si vous êtes distrait, ne laissez pas le juge vous dire que vous n'êtes pas capable. Simplement, vous revenez à l'exercice.
Maintenant, vous allez frotter votre pouce contre votre index, donc le bout de votre pouce contre le bout de votre index, en mettant une pression telle que vous ressentez la moindre aspérité, pardon, du bout de vos doigts. Vous devriez presque être capable de distinguer vos empreintes. Voilà. Vous vous concentrez sur ce que vous ressentez là, au bout de vos doigts, en frottant l'extrémité de votre index contre l'extrémité de votre pouce. Vous pouvez changer de main avec l'autre main. Donc, vous pouvez frotter le bout des doigts d'une main contre le bout des doigts de l'autre main. Vous vous concentrez sur les sensations. Ça chatouille un peu. Vous pouvez descendre sur la paume. Pareil, vous concentrez sur les sensations, une main contre l'autre. Voilà. Maintenant, vous allez concentrer sur les bruits lointains. Vous allez essayer de distinguer des sons qui viennent de l'extérieur de la pièce où vous êtes. Et ensuite, vous vous concentrez sur les bruits qu'il y a dans votre pièce. Donc, vous pouvez mettre le focus sur les bruits de votre propre corps, votre respiration, la circulation sanguine, les acouphènes, battements de cœur, si vous arrivez à les percevoir. Un petit dernier pour la route. Vous allez essayer de bouger vos doigts de pied dans vos chaussures, mais un doigt de pied à la fois. Et vous essayez de le faire avec le plus de doigts de pied possible. Donc le bouger de façon individuelle. Commencez par le gros orteil, c'est le plus facile, et puis vous essayez de bouger les autres individuellement. Voilà, quand vous êtes prêt, vous revenez. Voilà. Normalement, vous devriez être relativement sereine, serein, apaisé. Je ne sais pas si vous confirmez ou pas. Voilà. Donc ici, on a fait beaucoup de petits picureps, hein. Un piqûre sur la respiration, par exemple, c'est trois respirations. C'est à peu près 10 secondes. Trois respirations, c'est à peu près. Quand vous prenez une respiration consciente, on respire lentement, c'est à peu près trois respirations. Voilà. Euh, alors, comment est-ce que. Donc, typiquement, si souvent on me demande. Bah, c'est un peu comme de la méditation finalement, hein. On peut faire aussi des exercices de méditation comme ça pendant des heures. Et on pourrait dire que un piqûre,
une petite brique de base d'une méditation, un peu de cet ordre-là. Euh, L'idée ici, c'est la façon dont on va utiliser ces piqûres tout au long de nos journées. Et donc, il y a deux façons d'activer le sage, hein. Il y a une façon qui est proactive. Euh, donc, l'idée, ça, c'est d'intégrer dans mes routines, mes rituels du matin et certains autres rituels de la journée. Donc, je ne suis pas sous stress, mais je vais intégrer là des piqûres, de façon à, dès le matin, activer davantage mon sage et vraiment le booster. Hein, c'est comme un développement d'un muscle, c'est comme remplir un réservoir, quelque part, d'énergie pour le sage. Sachant que chaque fois que je vais avoir des contrariétés, ben, je vais aller utiliser une partie de ce combustible du sage. Ok. Donc ça, c'est la façon proactive. Et comment intégrer ça à mes rituels? Je vous donne quelques exemples. Votre réveil sonne le matin, vous vous levez, normalement, vous allez vous mettre assis sur votre lit avant de vous lever. Ben, au lieu de vous lever tout de suite, vous restez assis. Et pendant quelques secondes, 10 maximum, vous prenez conscience de votre assise, de vos pieds au sol. Euh, Vous pourriez aussi simplement prendre 3 respirations conscientes. Euh, ouais. Inspirer l'air et ressentir la température de l'air. À vous de choisir le rituel qui vous convient, qui vous amuse. Moi, ce que je fais aussi assez régulièrement, même avant de me lever, mon réveil sonne, je suis au bruit dans la pièce. Je me concentre sur les bruits. En été, c'est assez agréable, les bruits en dehors de la pièce ou dans la pièce. Et j'entends les oiseaux, je vis à la campagne, j'entends les oiseaux à l'extérieur. Voilà. Et je fais ça quelques secondes, hein, donc pas besoin de vous arrêter, quoi. C'est juste, je me lève pendant 4-5 secondes, je vais écouter ces bruits. Si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Mais déjà, les quelques secondes, ça suffit. Puis je me lève, ok, je fais ça. Puis je vais à la salle de bain, je bois un verre d'eau. Ben, je vais me concentrer sur le goût de l'eau. Il y a quelqu'un, un de mes coachés, qui m'a dit, je me suis rendu compte que mon eau avait un goût dégueulasse. Qu'elle fait ces exercices-là. Donc, je me concentre sur le goût de l'eau. Donc, c'est vraiment hein, se concentrer sur une sensation physique. Et je goûte cette première gorgée d'eau. Je peux aussi me concentrer sur la fraîcheur de l'eau, ou pas, hein, si je prends de l'eau chaude, j'en sais rien, ou la chaleur de l'eau. Après, je prends ma douche. Eh ben, je vais me concentrer sur le ruissellement de l'eau sur mon corps. Voilà. Je vais faire ça au début de ma douche, quelques secondes. C'est vraiment mettre dans mes rituels ces petits exercices qui me permettent vraiment de booster mon sage et donc d'activer quelque part ces pouvoirs que je vais pouvoir utiliser euh, pour réagir de façon tout à fait positive et constructive à tous les défis, à toutes les circonstances qui vont se passer pendant ma journée. Et vous pouvez, même chose, à chaque repas, par exemple, vous allez décider que chaque première bouchée, ben, vous allez la mâcher très lentement pour vraiment essayer de distinguer tous les goûts différents qu'il y a dans cette bouchée-là. Donc une espèce de manger en conscience, on pourrait dire en pleine conscience. Uniquement la première bouchée, hein. Donc essayez pas de faire des trucs trop longs, c'est court, très simple, mais pour chaque fois, re-remplir votre réservoir. D'accord. Donc ça, c'est la façon proactive, hein, intégrée dans des rituels que l'on a, des petits exercices comme ceux que je vous expliquais ici, où vous vous concentrez sur une sensation physique. Il y a moyen de faire des PQREPS aussi avec celle qu'on aime. Vous prenez votre conjoint dans les bras et vous allez essayer de ressentir sa chaleur, concentrer sur sa chaleur. Vous vous faites du bien, essayez de ressentir les battements de son cœur. Bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi une façon réactive. Donc, je suis dans les bouchons et je sens les saboteurs qui viennent, hein. Et je commence, mais après quelques minutes, je me rends compte que je suis en mode saboteur, que je suis en train de râler, surtout que je suis en train de me tirer vers le bas. Là, c'est ce fameux muscle d'interception des saboteurs, donc de prendre conscience, stop, je suis en mode saboteur. Donc, j'arrête ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas accès directement à mon sage. Donc là, je vais utiliser un PQREPS pour désactiver mes saboteurs, cette région-là du cerveau, et activer l'autre cerveau. Et je peux faire ça ben, en voiture, fermez pas les yeux, s'il vous plaît. Euh, donc je peux faire ça avec les petits exercices là où je frotte un truc contre l'autre, où je respire, ben, vous choisissez ce qui vous convient pour petit à petit retrouver de la sérénité. Vous êtes en réunion, vous avez un patron qui vous énerve de plus en plus et vous voyez que vous rentrez de plus en plus dans ce stress, dans cet énervement par rapport à lui, vous êtes en mode saboteur.
Dès que vous vous rendez compte, stop, et vous faites sous la table, hein, vous frottez votre pouce contre l'index. Et si vous vous êtes entraîné pas mal à l'avance, ça devient presque comme un ancrage. Et votre basculement devient extrêmement rapide. D'accord. Euh, donc ça, c'est la façon réactive. D'accord. Alors, si on voit le parcours complet, finalement, de l'intelligence positive, c'est assez simple. Donc la première chose, c'est ce fameux stop au saboteur, stop aux mensonges qui me font croire, quoi, à leurs fausses promesses. Je n'y crois pas, que ce soit le juge ou que ce soit un ou plusieurs de ses complices avec lesquels il m'attaque. Deux, c'est de faire des picureps pour activer mon sage. Et puis trois, c'est d'utiliser le sage, les pouvoirs du sage. Pour l'utilisation du pouvoir du sage, il faudrait pouvoir en parler beaucoup plus, mais l'idée est assez simple. Le premier pouvoir auquel vous allez penser, c'est l'action. Par rapport à la situation, vous savez ce qu'il faut faire. C'est clair. Ben, vous le faites. Le premier pas pour faire ça, puis le second pas, et ainsi de suite. D'accord? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si vous ne le savez pas, ben, à ce moment-là, vous avez à votre disposition les quatre autres pouvoirs du sage. Par exemple, si c'est par rapport à une situation qui est compliquée, qui vous contrarie, ok, exploration, qu'est-ce qui se passe? Ou bien créativité. Tiens, je suis dans les bouchons, je suis en retard, qu'est-ce que je pourrais faire? Hein. Ah ben, mon client qui m'attend, ben, tiens, je pourrais appeler ma collègue qui arrive toujours plus tôt que moi et je vais lui demander de faire visiter l'entreprise au client. Comme ça, quand je vais le voir, bah, il aura déjà vu l'entreprise et il aura rencontré quelqu'un. Ou bien je vais faire rencontrer au client la personne qui va s'occuper de son projet. Et je téléphone et comme ça, il est déjà plus ou moins en confiance avec la personne. Donc ce temps finalement qui n'était pas prévu devient comme un cadeau et permet de faire quelque chose que j'aurais pas fait si j'étais arrivé à l'heure, par exemple. Et va devenir comme un cadeau. D'accord. Voilà. Euh, donc chaque problème, quelque part, peut être transformé en cadeau ou en opportunité. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de basculer des réactions du mode saboteur à celle du sage, même pour des problèmes qui sont très très lourds? Alors, la réponse est oui, mais la rapidité et la profondeur du basculement dépendent de ma musculation. Là, aujourd'hui, vous avez entendu cette théorie. Et donc, si vous essayez demain, par rapport à des difficultés très fortes ou des très très mauvaises nouvelles, des circonstances vraiment compliquées, d'appliquer ceci, ça ne fonctionnera probablement pas. Parce que vous n'avez pas encore musclé euh, vos différents pouvoirs du sage. Peut-être qu'ils le sont déjà par d'autres techniques et ainsi de suite, hein. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce sera plus difficile d'attaquer des gros trucs. Donc moi, je dis toujours aux gens, mais commencez par des choses assez simples, des petites contrariétés. Au lieu de les entretenir, ok, stop, des pick-your-reps, et puis qu'est-ce que je peux faire de ça? Hein. La personne est en retard à un rendez-vous, je commence à râler, il me dit, ouais, c'est toujours la même chose avec ce gars et tout ça. Stop, j'arrête les saboteurs. Ok, je fais quelques pick-your-reps, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ok. Alors, ici, par rapport enfin, ici, c'est un peu, j'ai trouvé ce schéma-là très clair comme formateur, comme coach, je sens beaucoup moins, mais comme formateur, on donne une formation, ou bien ici un exposé sur quelque chose qui, moi, me tient fort à cœur. J'ai très fort ça en non-violence aussi quand je donne des formations en non-violence active. Et finalement, ce que j'explique là, ben, c'est 20% de la solution. C'est toute la partie compréhension. Euh, je pense qu'à la suite de cet exposé, ben, vous avez relativement bien compris, parce que si j'ai été clair, ce que c'est que l'intelligence positive. C'est pas hyper compliqué. Euh, Par contre, il y a encore, pour arriver à un résultat qui va vraiment impacter vos vies, ben, il y a toute la musculation à faire. Et ça, c'est 80% 80% du chemin. D'accord. Il faut faire de ces pratiques, en faire des habitudes. J'ai actuellement mes circuits neuronaux, mes automatismes, mes habitudes qui m'amènent, chaque fois que j'ai une contrariété, à commencer à râler, par exemple. Ça, c'est le mode saboteur. Je tombe dedans automatiquement sans réfléchir. C'est inconscient. Pour sortir de ces ornières-là, je vais devoir m'exercer. Je vais devoir créer de nouvelles ornières. Et on sait par les neurosciences que pour créer des nouveaux circuits neuronaux, ben, il faut travailler enfin, appliquer les nouvelles habitudes pendant 20, 21 jours ou 60 à 90 fois d'affilée.
Et ça, c'est toute cette musculation finalement, ce développement des nouveaux circuits neuronaux. Alors, comment faire euh, du côté de Positive Intelligence, donc chez Absamin et son équipe, ils ont créé un parcours qui dure 6 à 8 semaines à raison de 15 minutes par jour pour s'exercer justement et que ça devienne quelque part un automatisme. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, mais je tiens à vous en parler si jamais vous avez envie de le faire. Moi, c'est quelque chose ce parcours m'a beaucoup aidé et m'a permis de gérer mon hypervigilant dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, vous pouvez bien sûr essayer de le faire seul avec le support du bouquin. Le bouquin, il a été traduit en français, mais la version française est épuisée. Donc, il existe en anglais, en néerlandais. Ça, il y a encore des exemplaires en néerlandais et dans pas mal d'autres langues. Mais sinon, aujourd'hui, c'est le livre en anglais pour nous, en tout cas. Donc, vous pouvez le faire seul avec le support du bouquin, ou éventuellement vous mettre à plusieurs et commencer à créer un petit groupe de pairs où vous voyez chaque semaine pour échanger, tiens, ben, comment tu as avancé là-dessus, comment tu as fait ceci, et ainsi de suite. Ou bien, vous pouvez le faire à partir d'une application qu'ils ont créée eux, qui, je dois dire, est super bien faite. C'est en plus c'est la seconde version. Moi, quand je l'avais fait, c'était la première. Je l'ai refait pour découvrir cette version-ci et pour en parler à mes clients. C'est vraiment très, très bien foutu.